Bon, on va commencer. Merci à toutes et tous pour votre patience. Et bonsoir à toutes et tous. Merci d'être si nombreux pour cette dernière table ronde de la journée, une journée qui a été bien remplie de différentes interventions. Les choses se prolongent demain avec notre troisième et dernière journée de ces Dauphine Digital Days. Cette table ronde est organisée par le Cercle Dauphine Numérique. Dauphine Numérique est on va dire un groupe de réflexion qui associe des entreprises partenaires à nos enseignants-chercheurs, à la fois en sciences sociales et en sciences mathématiques et informatiques, pour réfléchir sur les enjeux de la transformation numérique. Donc le terme peut paraître un petit peu large, mais en plus particulièrement aux enjeux de la transformation numérique liés à l'avènement depuis plusieurs années, et avec une accélération que vous avez tous sans doute notée, des systèmes dits d'intelligence artificielle. Et c'est pour cette raison, c'est sur ces thèmes que nous discutons ensemble depuis maintenant 2 ans. J'ai la chance de coordonner ce cercle Dauphine Numérique qui fait partie du programme Dauphine Numérique qui est piloté par Jamal Latif en face de moi, qui est notre VP numérique. Cette table ronde est aussi organisée avec la House of Entrepreneurship. Alors je vais juste passer la parole à Sonia Adam-Le-Dunois qui dirige cette house pour qu'elle la présente. Merci Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ravi effectivement de co-organiser, d'être partenaire sur cette table ronde. En quelques mots, la House of Entrepreneurship, c'est le hub de l'entrepreneuriat à Dauphine. On intervient sur différents niveaux et activités, notamment la sensibilisation à l'entrepreneuriat aux côtés de nos étudiants. On arrive en amont de l'incubateur de Paris Dauphine pour tout ce qui est pré-accompagnement. Et puis, on arrive également en appui de toutes sortes de collaborations, de facilitation, de mise en relation, notamment aux côtés des chercheurs qui souhaitent investir des thématiques en lien avec le monde entrepreneurial. Donc, c'est assez large et c'est la raison pour laquelle on est partenaire de cette table ronde ce soir. Merci Sonia. Alors, moi, je me présente très rapidement avant de présenter les membres du cercle. Donc moi, je suis Pierre Laniret. Comme je l'ai dit, je suis l'animateur de ce cercle de partenaires Dauphine Numérique. Je suis également enseignant-chercheur plutôt en management des systèmes d'information ici à Dauphine. Et je suis le délégué à l'innovation et à l'accompagnement pédagogique, donc en charge des projets d'amélioration des pratiques pédagogiques à l'université. Et depuis peu, en lien avec la thématique qui nous réunit ce soir, aux enjeux de l'IA pour la transformation des pratiques pédagogiques, et notamment des IA génératives, puisque on voit bien qu'il y a des nouveaux enjeux sur la manière d'enseigner et la manière aussi d'évaluer les étudiants et la manière dont travaillent les étudiants. Je présente rapidement, et puis ils auront l'occasion de le faire chacun personnellement, les membres du cercle, les entreprises et leurs représentants, leurs éminents représentants ce soir. Il y a donc le cercle réunit d'abord le cabinet Grant Thornton, qui est représenté par Nicolas Gagné-du-Parc ce soir, le groupe Caisse des dépôts et consignations représentée par Cédric Lequiliec, l'entreprise de services numériques, société de conseil CGI, représentée par Gilles Simbalista, et Orange, qui nous a rejoint récemment et qui est représenté ce soir par Roxane Adl, qui est, je vais le dire en anglais puisque c'est le titre qui est sous mes yeux, Head of Solution for Sustainable Economy Research Domain. Nous avons également choisi de convier à l'initiative de la House of Entrepreneurship deux entreprises qui nous ont rejoints ce soir, deux invités, donc Sarah Mougarbel pour l'entreprise Wise qui fait des lunettes pour les personnes en situation de handicap, on va dire, et tu en diras quelques mots un petit peu plus tard, et Jean-David Bénichou qui lui nous vient au titre de sa responsabilité de cofondateur de Via Dialogue et qui utilise, tu nous le diras tout à l'heure, de l'IA générative notamment dans la gestion de la relation client.
Avant ça, je vais faire un tout petit laïus. Alors tout petit, je suis très bavard, donc on va essayer de le garder raisonnable. Un tout petit laïus sur ce que sont ces large language models dont on parle. Je le dis avec effroi, puisque je vois en face de moi des spécialistes éminents du domaine et qui se demandent bien ce que je vais pouvoir raconter. Mais je vais faire ce qu'on appelle de la vulgarisation à mon niveau, pour juste resituer un tout petit peu les enjeux de ces, on va dire, ce que nous on appelle en management des systèmes d'info, des nouvelles technologies, mais ce qui ne veut pas dire grand-chose. Et ces technologies qui sont très transformatives voilà, avec donc un potentiel de transformation du monde du travail, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, très impressionnant, ça ne vous a pas échappé. Je vais passer très rapidement sur ça, hein. Qu'est-ce qu'une IA générative? Une IA générative, c'est quelque chose, c'est un système d'IA qui est capable de générer des contenus, ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être d'autres formes de médias, en réponse à des demandes, donc ce qu'on appelle des prompts, hein. Ce vocabulaire a fini par rentrer dans notre langage à tous. Les IA, elles sont aussi capables de générer, par exemple, le texte qu'on est en train de lire sur cette slide, hein. C'est typiquement ChatGPT qui est capable de s'auto-décrire et de décrire quelles sont les composantes d'une IA générative. Pour revenir à ce qui nous intéresse peut-être plus particulièrement en ce moment, c'est les IA génératives de langage, on va dire, celles qui reposent sur des large language models. Et pour résumer la problématique qu'il y a derrière, hein, ces large language models, c'est cette idée de prédire le mot d'après. Si on résume la question scientifique ou le problème auquel on s'adresse au tout départ, c'est celui-là. Réussir avec des mots d'avant, de prédire le mot d'après. Alors on a tous vu ça dans nos téléphones portables dans les 10 dernières années. On commençait à taper des mots sur un texto et puis il est capable de proposer, de suggérer des mots avec plus ou moins de bonheur et de pertinence, le mot qui va compléter la phrase. Et donc après, le temps passe si, est-ce que on sent que le temps passe si, il y a plus de chances d'avoir lentement que d'avoir le mot soleil directement, parce que c'est un nom commun et que ça sonne pas très bien. Donc on a une approche comme ça de savoir qui a visé à prédire le mot d'après. Et c'est complexe parce qu'en fait, il y a énormément de possibilités. Évidemment, là, sur cette slide que j'ai piquée sans vergogne à Alexandra Lozin, notre spécialiste maison d'intelligence artificielle, il y a énormément de mots dans le dictionnaire, hein, qui peuvent suivre un autre mot. Et donc, c'est tout un défi de savoir lequel va arriver juste derrière. Et notamment, c'est un problème assez complexe parce que le langage, il est très ambigu. Et donc, pendant longtemps, j'en reparlerai très rapidement après, les linguistes ont cherché des règles précises qui permettraient de prédire le mot d'après. Vu la complexité de la langue, la tâche est très ardue parce que pour interpréter, on a recours à beaucoup de choses pour interpréter le sens d'une sentence et donc pouvoir la compléter et la comprendre. On a recours, par exemple, à la syntaxe, donc quel est le sujet, quel est le verbe, quel est le COD. Et donc, on sait tous que quand le chien est le sujet de la phrase « le chien a mordu l'enfant », ça veut dire quelque chose de différent de « l'enfant a mordu le chien ». Mais c'est aussi dépendant du contexte. Et donc, je sais que pour interpréter les deux phrases suivantes, l'avocat est mûr ou l'avocat est cher. C'est pas pour faire un lien avec la table ronde qu'on vient juste de terminer, mais est-ce que je parle du fruit ou du légume? La jurisprudence est peu claire sur cette dénomination. Ou est-ce que je parle de la profession juridique? En fait, les deux valent, hein, et en intégrant le contexte plus large de l'énoncé, je vais avoir une meilleure probabilité d'interprétation de ces deux sentences. Et puis, il y a également des connaissances partagées, hein. On le réalise très rapidement quand on voit ces phrases-là, hein. Alors, il y a effectivement il y a les majuscules aussi, hein, qui nous indiquent qu'on est... mais il faut connaître ce que c'est que la Maison Blanche. Il y a une station de métro qui s'appelle Maison Blanche. C'est aussi un bâtiment officiel américain. Un Mont Blanc, c'est une montagne, mais c'est aussi un stylo. Et voilà, par notre connaissance et donc par le corps social, il faut connaître les subtilités de la culture dans laquelle on est pour pouvoir comprendre dans quel univers sémantique, on va dire, on se projette quand on lit ces phrases. Et puis enfin, il y a des conventions sociales. Alors là, il y a un petit exemple d'une interaction dans la Panthère rose avec Clouseau qui demande au réceptionniste: mais est-ce que votre chien mord? Alors le réceptionniste dit non, et Clouseau s'approche du chien, gentil chien. Ah, mais le chien il mord Clouseau. Clouseau parle au réceptionniste, il dit: mais enfin, vous m'avez dit qu'il mordait pas votre chien. Il dit: ah, mais ça c'est pas du tout mon chien en fait. Donc normalement il y a une convention sociale, on est à côté, les déterminants, ce chien, etc. On doit être d'accord sur le fait qu'on parle de la même chose, mais
le réceptionniste a enfreint une règle de convention sociale et entre guillemets, on pourrait dire, il a fait semblant de ne pas comprendre et voilà, et on arrive à une mauvaise interprétation de la situation. Et ça fait que ce faisceau d'éléments qu'on doit prendre en compte pour interpréter un message montre que la réflexion sur la pure syntaxe est très complexe, parce que si on regarde notamment cet énoncé très célèbre qui dit j'ai vu l'homme sur la montagne avec un télescope, eh bien en fait il y a beaucoup de représentations possibles de cette phrase-là qui sont exactes. Ça peut être j'ai vu l'homme avec mon télescope et c'était l'homme qui était sur la montagne. J'ai pu voir d'en bas un homme sur la montagne avec un télescope. J'ai pu être sur la montagne avec le télescope et voir quelqu'un en bas. Voilà. Et il y a par contre certains énoncés qui sont faux, mais on voit que la syntaxe suffit pas du tout parce que là c'est bien la même syntaxe et elle veut bien dire les différentes choses. Par contre, ça peut pas être j'ai vu l'homme sur la montagne avec un télescope. Ça, cette dernière là, ça ne marche pas. Donc, d'où ce défi de prédire le mot d'après. Et il y a deux approches pour schématiser et pour résumer qui se sont, on va dire, bagarrées ou qui ont attaqué avec des angles disciplinaires différents cette question-là. Il y a eu d'un côté les approches plutôt probabilistes, incarnées par Claude Shannon, et puis après les sciences de l'information et puis l'informatique, et puis des approches plus formelles et portées par des linguistes avec Noam Chomsky qui cherchaient, eux, des règles, là où d'autres cherchaient des règles, des manières probabilistes et peut-être des règles informatiques pour résoudre ce dilemme-là, d'autres cherchaient des règles formelles, des règles syntaxiques pures dont on a vu qu'elles étaient un petit peu problématiques. Et puis petit à petit, il y a un camp qui a gagné. Il y a une phrase très célèbre d'un scientifique de l'information déjà de la fin des années 70 qui dit moi, en fait, dans mon équipe, chaque fois que je vire un linguiste, j'améliore mon modèle. Alors moi qui viens des sciences sociales, ça me fait toujours mal de dire ça, mais il se trouve que c'est vrai. C'est en faisant abstraction de plus en plus on va dire, du fond du langage pour s'attaquer à une approche beaucoup plus informatique au sens propre du terme du langage qu'on a fini par, entre guillemets, craquer le code du langage et réussir à le comprendre. Donc il y a plein de méthodes très sophistiquées qu'ont poussé les informaticiens. Celle qui n'est pas la moins surprenante, c'est celle qui a consisté à découper les mots en sous-mots de manière aléatoire. Donc là où nous, on utilise les préfixes, les suffixes, le radical. Non, les informaticiens, ils vont nous dire non, on coupe tous les 3 ou 2 caractères selon la forme du mot. Et c'est ça qu'on va utiliser pour reconstituer le sens d'un mot et le traduire aussi d'une langue à une autre. Donc ça, on a du mal à le comprendre quand on vient plutôt des lettres comme moi. Et puis, il y a tout un faisceau de choses plus, on va dire, technologiques aussi qui sont arrivées à améliorer très grandement ces modèles. C'était pas possible en 76 avec ce dont on disposait de créer les modèles de langue dont on parle aujourd'hui. Il a fallu à la fois des progrès en termes de calcul et d'analyse, donc des progrès là purement en sciences on va dire en sciences informatiques et en mathématiques, donc de très bons algorithmes qui se sont développés, mais il a fallu également augmenter, alors je vais passer peut-être au point d'après, plutôt d'avoir des immenses jeux de données pour entraîner les modèles. Il fallait beaucoup de livres, ça c'est l'illustration que j'ai choisie, c'est Google qui s'est lancé au début des années 2000 dans ce travail pharaonique de numériser tous les livres et donc d'avoir comme ça des échantillons de texte absolument monstrueux. C'est aussi au même moment où on lançait le web 2.0, qui était le web où tout le monde pouvait commencer à écrire des textes et des blogs, etc. Et donc ça a démultiplié également les énoncés qui ont pu être disponibles pour entraîner les modèles. Pourquoi j'ai mis les CAPTCHA? Parce que on voit bien que dans les premiers temps, les CAPTCHA nous ont servi à entraîner également l'algorithme de reconnaissance de caractères de Google pour qu'il arrive à bien reconstituer les énoncés qui étaient sous ses yeux. Et puis des énormes puissances de calcul, les GPU, donc c'est les cartes graphiques très puissantes qu'on met dans les ordinateurs pour ceux qui aiment bien jouer aux jeux vidéo et puis qui ont trouvé des débouchés dans d'abord le travail de ce type-là jusqu'à des processeurs dédiés extraordinairement puissants qui sont capables de faire tous les traitements dont on a besoin. Parce qu'il faut beaucoup de données, mais il faut aussi beaucoup de puissance pour attraper toutes ces données et en dégager des corrélations, des règles, etc. Et puis après, le modèle, là où il est magnifique, c'est qu'une fois qu'il est entraîné, il peut s'améliorer lui-même, il peut se poser des questions, il se repose, il a traité un texte en entier, et puis après, il supprime quelques mots dans le texte, et puis il essaie de les redeviner pour s'entraîner, etc. Et tout ça, ça lui permet, en apprentissage auto-supervisé, de s'améliorer continuellement. Je termine sur cette dernière slide avant d'entamer, de faire circuler la parole au sein de cette table ronde. On voit que ces outils
c'est intéressant parce qu'ils sont appelés IA générative. Et donc IA générative parce qu'ils génèrent du texte. Mais en fait, on sent aussi que ces IA génératives, elles sont aussi génératives d'usage. C'est-à-dire que quand on les voit fonctionner, au début, on se dit que tiens, c'est intéressant, ça pourrait me permettre d'écrire le discours que je suis en train de vous faire, ce que je n'ai pas fait. Mais puis après, on pense à d'autres usages. Ça permet de coder des données qualitatives, ça permet de traiter automatiquement des retours clients, ça permet de générer des illustrations. Enfin, il y a beaucoup d'usages et on est encore qu'au balbutiement de la réflexion sur ces usages. Et c'est ce qu'on fait aussi au sein du Cercle de Phi numérique. Ça sert aujourd'hui, c'est aussi le succès d'OpenAI, hein, d'avoir encapsulé ce modèle qui s'appelle GPT-3, puis GPT-3.5, puis GPT-4, de l'avoir encapsulé dans un logiciel qui est ChatGPT et qui est un outil conversationnel. Et donc on interagit avec cet outil-là, on lui pose des questions, il comprend les questions, il répond. Et du coup, il est accessible à tout le monde, au plus près, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, il peut servir à comprendre des questions, à résoudre des problèmes, à faire de la traduction automatique, à reconnaître de la parole en temps réel, à faire de la transcription en temps réel, à résumer de larges contenus. Hein. La dernière version de ChatGPT, on peut l'essayer avec des PDF qui font 300 pages, ça commence à être assez sensible. Et puis, évidemment, à rédiger des textes. Et donc, pour faire la transition, hein, quand on réfléchit au futur du travail, et puis je vais ouvrir la discussion, ce pouvoir transformatif, on se rend compte que voilà, il est lourd de conséquences possibles sur le monde du travail. Et donc, la première question que je voulais poser à notre aéropage qualifié, c'est celui de la peur. Comment, dans vos entreprises, est perçu ChatGPT? Est-ce que les salariés, ont peur de ces technologies-là? Et je peux peut-être passer la parole à qui veut commencer. Nicolas. Sur la question de la peur, je pense que la peur est fille de l'ignorance, et c'est vrai qu'on est globalement ignorant sur ce sujet-là, mais sauf qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là, il faut qu'on aille plus loin. Donc globalement dans nos entreprises, il y a plutôt une excitation autour de ça, parce qu'on est donc en tant que cabinet d'audit et de conseil, on a des populations qui sont assez jeunes. Je vois autour de la salle, on est globalement dans ces tranches d'âge-là, et donc c'est vrai que vous avez été élevé autour de ces technologies-là, et donc il y a une vraie volonté d'y aller. Donc je pense qu'on a ce devoir, en tout cas nous aussi, managers, de correctement appréhender, identifier les risques pour derrière pouvoir y aller de façon très sereine, et sachant que derrière on a des enjeux formidables de développement de nouveaux produits, d'amélioration de nos process internes, d'attractivité de nos collaborateurs. Donc on est à fond là-dessus. Alors juste pour compléter, c'est comme une pièce avec une double face en fait en réalité, donc ça dépend de quel côté on la regarde, mais d'un point de vue d'une forme de posture, toute forme d'innovation est a priori très enthousiasmante et très intéressante. On ne va pas désinventer la roue par exemple, ça n'a pas de sens. Donc la question, et vous l'avez bien exprimé, c'est qu'il faut bien mesurer les risques réels de cette nouvelle technologie qui est naissante. Alors pour moi, c'est pas une innovation technologique, d'ailleurs c'est une rupture d'usage en réalité, puisque c'est un petit peu plus ancien que cela. Et donc les peurs, c'est plutôt comment on va accompagner finalement ces postes qui sont entre guillemets alors je ne vais pas dire menacés, mais en tout cas sujets à une transformation à court terme, notamment puisqu'on va attaquer des tranches, pardonnez-moi l'expression, un petit peu plus intellectuelles supérieures, puisque on va commencer à pouvoir discourir avec des notions vraiment de bonne qualité de synthèse. On va pouvoir aussi agréger, on ne l'a pas dit en introduction, mais N langues, hein, parce que c'était ça le sujet initial d'ailleurs de ce type de technologie, c'était de craquer la problématique d'une traduction au cordeau. Et cette obsession d'écrire la suite. Donc effectivement, on peut se dire, est-ce que, comme modèle du langage, ça va permettre de remplacer les programmeurs en Prolog, par exemple? Oui, pourquoi pas, c'est un langage, mais qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Qu'est-ce que ça va permettre aussi? Et ce qu'on constate un petit peu dans les premières expériences, c'est que ça développe la créativité. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en réalité. Oui, pour compléter, je pense que moi, ce que je constate à la Caisse des dépôts, parce qu'on fait énormément d'ateliers pour acculturer les collaborateurs de la Caisse sur ces sujets-là, c'est beaucoup de curiosité. Les gens sont fascinés par cette technologie-là, et donc ils sont très curieux, très demandeurs. La plupart des collaborateurs sont convaincus que ça peut les aider dans leur travail. Donc, encore une fois, ils viennent nous voir et ils veulent qu'on fasse des choses avec eux parce qu'ils pensent qu'ils pourront aller plus vite avec ces technologies-là. Et je rejoins Gilles aussi, ce qui me surprend moi le plus, c'est qu'on va avec ces IA génératives, on va
vraiment sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Moi, j'ai fait beaucoup d'IA par le passé sur vraiment des tâches à faible valeur ajoutée, classer des documents, des choses comme ça. Et là, on va vraiment sur des usages où l'IA vient pas remplacer, mais aider, soulager le collaborateur sur des tâches qui sont de plus en plus complexes, on va dire, intellectuellement. Et ça, c'est une vraie rupture, oui, je suis d'accord. Alors, chez Orange, société numérique, bien sûr. Bon, en plus, moi, je suis dans la recherche, donc les LLM et l'IA génératif, on l'a abordé un certain temps, mais c'est vrai qu'à sa sortie, il y a eu effectivement un buzz, un emballement, etc. Bon, nous, il y a 2 ans, on a produit une charte pour une IA et data responsable. Et donc, en conséquence, on a très vite analysé et sorti des déclinaisons, des guidelines sur la façon dont les salariés pouvaient utiliser à titre personnel ou professionnel ChatGPT, puisqu'il n'y avait que ça à l'époque. Parce que il y a les risques, les dangers de propriété intellectuelle, il y a les sujets des hallucinations, il y a le fait que l'information qu'on peut donner au prompt peut être, il est auto-apprenant, donc forcément il va être embarqué. Et puis, on ne sait pas justement ces données comment ils sont été créés. Donc on a mis quelques règles de base, c'est-à-dire que voilà, vous diffusez pas sur le prompt la stratégie d'Orange dans tel sujet ou les prix, le coût de revient de tel truc. Ça, c'est du bon sens. Effectivement, il y a l'emballement sur le fait de dire ça va me simplifier la vie, les tâches routinières, je ne vais pas les faire, il va les faire pour moi, etc. Mais il ne faut pas oublier que dans notre quotidien, nous y compris en recherche, on a besoin de faire quelquefois des tâches routinières pour juste reposer le cerveau et les neurones. Donc il ne faut pas non plus, quelquefois c'est aussi faut pas non plus, avec les salariés, les encourager tout le temps à faire des tâches complexes toute la journée, parce qu'à un moment, évidemment, ils pourraient exploser au vol. Voilà, nous, on est très précautionneux malgré société numérique. Et puis, il y a forcément des tâches que jamais une IA ou même aucun numérique ne pourrait faire, c'est installer la fibre. Donc, les tâches manuelles, forcément... Voilà, on est précautionneux, malgré tout, on y va avec grand plaisir. On a même produit notre outil interne qui est beaucoup plus safe en termes de transmission d'informations à l'extérieur ou pas. Non, je vous passe la parole. Non, juste, ça va me faire une petite transition pour donner la parole à Jean-David, puisque Roxane, tu commençais à parler des cas d'usage. Du coup, c'est la question d'après, c'est quels sont les cas d'usage que vous avez pu identifier dans vos organisations. Et je voudrais passer la parole à Jean-David, puisque le corps, il me semble que c'est un gros cas d'usage que d'utiliser l'IA au sein de Via Dialogue. D'abord, merci Pierre pour ton invitation. C'est un plaisir d'être là. C'est toujours un plaisir de se retrouver à Dauphine. Donc, au sein du groupe Via.io, j'ai 3 entreprises dont l'activité repose sur des technologies d'IA. Via Dialogue, qui fait des solutions pour gérer les interactions clients et donc des bots. Artinity, qui fait des IA posthumes en posant la question de est-ce qu'on est capable de capter la grammaire créative d'un artiste. Et Collègue, qui produit des assistants digitaux pour faciliter le travail au quotidien. Alors c'est sûr qu'on prive les gens de leur plage de repos, mais peut-être qu'ils peuvent faire un peu de méditation ou de sport pendant ce temps-là. Et notre crainte chez Via Dialogue, chez Artinity et chez Collègue, c'est une crainte d'entrepreneur, c'est d'être dépassé par la vitesse de l'innovation. Pour vous donner juste un chiffre, dans le domaine du speech AI, qui touche Via Dialogue, il y a plus de 130 papiers publiés chaque semaine. Donc on a une équipe avec des docteurs en IA et c'est toujours très difficile de suivre la vitesse de l'innovation. Donc ça, c'est plutôt la crainte qu'on a en face de nous. Merci. Sur les cas d'usage qu'on peut rencontrer dans d'autres entreprises, il me semble que c'est... Ouais, Cédric, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors à la Caisse, comme je disais, on a fait beaucoup d'acculturation et aussi beaucoup d'ateliers d'idéation. Donc on a recensé près de 80 cas d'usage dans la maison. Ce qu'on voit se dégager principalement, c'est
beaucoup de cas d'usage autour du knowledge management, comment on tire profit de corpus documentaires, que ce soit interne ou externe, et qu'en fait les collaborateurs n'ont pas le temps d'éplucher, pas le temps de lire, et on voit qu'il y a énormément d'usages qu'on appelle autour du RAG, donc Retrieval Augmented Generation, qui vont utiliser les LLM pour aller parser ce contenu documentaire, proposer des synthèses, résumés. Donc on va pouvoir interroger grâce au LLM ces corpus-là, et on voit que voilà, on a énormément d'usages là-dessus, et nous, ça fait partie des sujets qu'on a pris pour vraiment lancer des POC, des expérimentations très concrètes. Donc ça, c'est une première famille de cas d'usage qui est pour nous très porteuse, et c'est via ces expérimentations-là qu'on vraiment appréhende la technologie. La deuxième grande famille de cas d'usage, c'est autour des chatbots. Il y a une anecdote que je cite souvent. J'étais au salon Big Data en 2018. Il y avait le CTO d'Airbnb qui disait « Les chatbots, ça ne marche pas, ça marchera dans 5 ans. Vous faites 2018 plus 5. » Et on est aujourd'hui. Donc il était assez clairvoyant, il n'était pas CTO d'Airbnb pour rien. Et c'est vrai qu'autour des chatbots, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous interagissez tous avec des chatbots. Moi, je ne vais pas citer ma banque, mais le chatbot n'est pas encore au niveau. Mais on voit, voilà, si vous avez testé ChatGPT, et je pense que tout le monde l'a fait dans la salle, vous voyez qu'il y a quelque chose autour de ces usages-là. Donc on a aussi des expérimentations en cours là-dessus. Et puis après, il y a plein d'usages autour vraiment d'être assisté au quotidien, que ce soit dans les outils bureautiques, dans des outils de création, on peut penser à Adobe, etc. Ça, nous, on ne prend pas forcément ces sujets-là. On sait que ça va percoler, pas automatiquement, mais que les éditeurs vont digérer cette technologie, ces innovations. Ça, on ne le fait pas nous. On attend que voilà, ça arrive dans les outils. Il y a eu plein d'annonces de Microsoft, d'Adobe, de beaucoup d'éditeurs. Et ça, on attend que ça vienne directement dans les outils. Alors, il y a énormément de cas d'usage. Je vais en prendre quelques exemples, en tout cas qu'on a tout de suite spontanément pensé. Il y en a qu'on pense au premier degré, c'est-à-dire l'utilisation, pour moi, de ce que j'appellerais l'ère de la connaissance. On passe plutôt de l'ère du savoir à l'ère de la connaissance. On va interagir comme ça avec cette connaissance. C'est ça qui est un petit peu la rupture d'usage. Et donc, comme vous le savez, je ne suis pas capable de mémoriser la bibliothèque d'Alexandrie. Lui, oui. Donc, déjà, je suis perdant. Donc, si on compare l'intelligence de manière composite, oui, je suis perdu en mémorisation. Oui, je suis perdu en puissance de calcul. Par contre, je ne suis pas perdu en tant que créateur. Donc, j'aime définir aussi l'IA comme cette manière suivante, c'est que seul l'humain est capable de l'extraordinaire par hasard. C'est comme ça que je définis un peu les choses. Donc, dès que l'instant qu'on va vouloir créer quelque chose qui n'existe pas, sans capitaliser sur notre propre savoir et notre limite de notre propre culture, de mon point de vue, on ne pourra pas sortir du cadre. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça nous apporte ? Nous, spécifiquement, on a 90 000 collaborateurs. Il y a un sujet très compliqué, c'est de trouver le bon CV pour la bonne mission. C'est tout simple. Avant, c'était très compliqué avec les méthodes que vous avez exposées tout à l'heure. C'est-à-dire, la d'ontologie, on va définir finalement de manière exhaustive et former tout le vocabulaire. Et bien là, non. On va récupérer. Et en plus, on est multilingue, évidemment, puisqu'on est partout dans le monde. Là, on est capable de faire de l'autocasting. Et ça, c'est concret, c'est un cas qui existe déjà, qu'on utilise. C'est la meilleure équipe pour le meilleur projet, en fait. C'est ça l'idée. Donc, en décomposant, finalement, sémantiquement, toutes les compétences de manière très, très fine, où on peut injecter les soft skills en plus que les hard skills. Ça, c'est le premier sujet. C'est le rapprochement de texte, en fait. Et c'est dans cet esprit de trouver un texte qui se ressemble. Voilà, c'est des jumeaux qu'on va les trouver dans les textes, quelle que soit la langue. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Les chatbots que tu évoquais, c'est une évidence. Les anciens chatbots sont morts, oui. Oui, c'est sûr, quand on regarde ChatGPT. Alors, il faut les garder sous contrôle. Il y a des risques que vous avez évoqués tout à l'heure. Il y en a d'autres. La notion de vérité, la notion de droit d'auteur, vous l'avez évoqué, c'est quand même pas des choses sur lesquelles on va s'asseoir. Et puis, il y a le côté écologique derrière, quand même, parce que ça crame énormément d'énergie électrique. Je ne vais pas donner les chiffres, mais ça fait peur quand on s'amuse avec ChatGPT. Regardez un peu la consommation, je ne suis pas sûr que ce soit responsable. Bref, il y a un équilibre à trouver. Donc, les autres cas d'usage que nous utilisons, c'est le chatbot. C'est la revisite aussi de l'ensemble de nos solutions, parce qu'on est aussi éditeur de solutions. Et là, on se pose une question un petit peu différente, c'est de se dire, dans les cas traditionnels, habituels, de prédictif et d'autres méthodes, comment on peut détourner l'IA générative pour, par exemple, mieux prévoir, ou par exemple, mieux prévoir, c'est écrire la suite, souvenez-vous de votre introduction, c'est la même chose. Prévoir la suite d'une courbe, est-ce que ça marche en crypto-monnaie, par exemple? Je vous laisse tester. Et d'autres comme ça. Ce que je voulais passer comme message, c'est qu'il n'y a pas non plus des cas d'usage qui vont apparaître
spontanément. Il y a aussi les cas d'usage traditionnels qui sont au cœur de l'activité de nos clients, qu'on est obligé d'aller réinspecter pour savoir si on peut les augmenter avec cette nouvelle technologie ou les compléter. Donc il y a deux axes, il y a ce qu'on peut innover de type manipulation de texte, génération de fiches produits pour nos clients, on en a parlé, réponse automatique, et puis surtout, c'est l'outil de ticketing, hein, évidemment, je ne peux pas résister que des tickets, on en a des kilomètres hein, pour nos clients, évidemment, et donc la gestion de certains tickets, on va dire certaines tranches de tickets, on peut tout à fait les sous-traiter sous réserve d'avoir une base de connaissances préalable suffisamment renseignée. Voilà, tout simplement les usages sans trop dévoiler tous les sujets sur lesquels on travaille. Tous les secrets de fabrication. Très bien. On en a parlé un tout petit peu, et c'est au cœur de nos discussions au sein du cercle sur ces enjeux de l'IA responsable. Quelles données on va utiliser, là on parle de propriété intellectuelle, quel est le statut des données produites et des résultats et par exemple des scénarios de films produits de cette façon-là, des images produites par les IA génératives, et puis aussi les usages ensuite qu'on va faire de tout ça. Avant de laisser la parole aux différents participants, je voudrais me tourner vers Sarah Mougarbel pour présenter Wise, qui est un peu une entreprise qu'on pourrait bien qualifier en tout cas de Tech for Good, une entreprise qui a choisi de mettre la technologie au service de l'humain, ce qui est un des enjeux de l'IA responsable. Peut-être que tu peux nous en dire deux mots. Alors, merci beaucoup. Effectivement, j'ai présenté ce qu'on fait chez Wise. C'est difficile de se retenir, de réagir aussi à tout ce qui vient d'être dit sur l'IA, les possibilités, la propriété intellectuelle. J'ai beaucoup de choses à dire, mais sans plus attendre. Alors, en général, quand je pitch Wise, j'aime bien commencer par une petite expérience. Et comme on a la chance d'être en présentiel, je vais vous inviter à regarder votre voisin ou votre voisine droit dans les yeux. Alors, si vous êtes assis à côté de quelqu'un que vous connaissez, c'est super. Et en fait, rien qu'avec vos yeux, vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de bouger vos mains, vous n'avez pas le droit de vous exprimer autrement qu'avec vos yeux. Je voudrais que vous tentiez d'épeler votre prénom. C'est parti. Ok, alors je ne vais pas vous torturer très longtemps. Est-ce que quelqu'un peut lever la main s'il a réussi à épeler son prénom avec ses yeux? En général, les personnes qui lèvent la main, c'est des gens qui connaissent déjà le prénom de la personne en face. Ok, deuxième exercice, et après, promis, je vous dis ce qu'on fait. C'est vous allez tenter de parler de la météo avec vos yeux. Toujours pas le droit de parler, pas le droit de bouger les mains. Rien qu'avec les yeux. Ok, est-ce que quelqu'un a réussi? Non, toujours. Ah bah oui. Oui, mais là, on a le contexte, forcément. On sait qu'on parle de la météo, donc s'il pleut, s'il fait beau, c'est un peu plus facile. Alors, en fait, ce que vous venez de vivre l'espace de ces quelques secondes, c'est ce que des millions de personnes vivent à travers le monde. Elles sont atteintes par la maladie de Charcot, le locked-in syndrome, l'infirmité motrice cérébrale athétosique et plein d'autres maladies qui font qu'en fait, elles sont enfermées dans leur corps. C'est-à-dire que c'est des gens qui entendent et qui comprennent absolument tout, mais ils sont dans l'incapacité de s'exprimer du fait de la paralysie dans laquelle ils sont. Et donc nous, ce qu'on a inventé chez Wise, c'est une paire de lunettes qui leur permet de piloter un smartphone, une tablette ou un ordinateur avec leurs yeux. Et donc forcément, le premier enjeu, c'est celui de communiquer. Donc forcément, l'IA générative, pour prédire, aider, suggérer le mot d'après et faire en sorte que nos utilisateurs aient un petit peu moins de mal et un petit peu plus de rapidité, entre guillemets, dans leur manière de communiquer, c'est un vrai enjeu chez nous. Merci. Et du coup, est-ce que tu peux parler des défis qu'il y a en termes de responsabilité pour s'assurer qu'on fait un travail utile, oui, de bonne façon? Alors, en termes de défis, c'est sûr qu'il y en a plein. Je pense que le dernier que j'ai en tête, c'est évidemment sur l'IA responsable. Alors, il y a l'enjeu de qu'est-ce qu'on cherche à faire avec de l'IA avant tout. Et puis, il y en a un autre, c'est comment est-ce que cette IA a été générée. Par exemple, évidemment, on doit traiter tout un tas de données. Il nous faut une quantité de données qui est colossale. Il nous faut des développeurs qui sont compétents, etc. Et je sais que, par exemple, dans mes mails, il y a quelques jours, on m'a proposé
de faire développer notre intelligence artificielle par des personnes à l'autre bout du monde, je ne vais pas citer de pays forcément, mais à des tarifs qui sont absolument dérisoires pour les capacités intellectuelles qui sont demandées. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai enjeu sur le comment aussi, au-delà du pourquoi est-ce qu'on utilise ces outils, comment est-ce qu'ils ont été développés. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est rassurant de savoir qu'il y a des chartes qui sont en train d'être écrites et qu'on y travaille. Donc voilà. Nicolas, peut-être que ça évoque du côté de Grant Thornton la notion d'IA de confiance ou l'IA responsable. Oui, en fait, ça résonne beaucoup. Parce qu'en fait, dans nos métiers, donc, on est un cabinet d'audit et de conseil, donc on a des métiers de commissariat aux comptes, des métiers de juridique, des métiers de conseil. Et c'est vrai que dans tous ces métiers-là, en fait, notre caractéristique, c'est qu'on vend de la confiance. Quand on certifie des comptes, le commissaire aux comptes vend la confiance qu'il y a dans la signature de Grant Thornton pour la fiabilité des comptes. Les consultants, quand ils gèrent des risques pour le compte des clients, c'est la même chose. Les avocats, quand ils prennent une position juridique, c'est exactement la même chose. Donc c'est vraiment la confiance, c'est notre fonds de commerce. Et ce qu'on voit à travers tous ces outils d'intelligence artificielle, c'est que à la fois c'est un formidable potentiel pour améliorer la qualité de la confiance qu'on va délivrer, parce que plutôt que de faire des tests sur un certain nombre de comptes, on est capable d'auditer toutes les transactions qui existent. Donc en fait, on a une assurance non plus relative mais absolue, et donc naturellement, on améliore le niveau et la qualité de la confiance qu'on peut délivrer. La contrepartie, c'est qu'effectivement, il faut qu'aussi on ait confiance dans l'outil qui nous améliore cette confiance-là. Et donc, on a un double défi qui est effectivement d'arriver à utiliser ces outils-là pour améliorer notre niveau de confiance et développer d'autres produits, mais aussi être en capacité à auditer et avoir un niveau de confiance suffisant sur ces outils-là pour se dire, aujourd'hui, quand on délivre une confiance, prenons l'exemple de la certification des comptes d'un commissaire aux comptes, on s'appuie sur des collaborateurs, on s'appuie sur des compétences des collaborateurs qu'on maîtrise parce qu'on les a formés, ils sont diplômés, on connaît leur parcours, on les suit, on les évalue, etc. Donc on maîtrise tout le process de fabrication de cette confiance. Demain, si on le confie, en tout cas en partie, à une intelligence artificielle, il va falloir qu'on mesure et qu'on apprécie les risques qu'on prend et le niveau de confiance qu'on va mettre dans cette IA pour que derrière, la confiance qui en sort et l'analyse qui seront faites de toutes les datas, de toutes les données qui vont sortir de cette IA et qui vont être analysées par nos équipes, on ait une confiance suffisante sur ces sujets-là. Donc c'est à la fois enthousiasmant parce qu'on va complètement modifier le process et nos process de fabrication de nos produits, et à la fois un peu terrifiant parce qu'on prend une grosse responsabilité, parce que dans nos métiers, c'est vrai que la confiance, elle se perd très rapidement et elle se gagne très difficilement. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, en tout cas le minimum d'erreur, et donc là, il y a un point de vigilance qui est très très fort sur ces sujets-là. Oui, merci. Ce qui fait écho à deux problèmes dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est que pour prédire le mot d'après ou pour produire tout simplement une décision ou un conseil ou une décision, par exemple, de donner un traitement à tel patient ou à tel autre, les modèles dont on parle, comme ils mobilisent des centaines de millions de paramètres, ils sont peu explicables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment dire pourquoi telle personne se voit attribuer une probabilité à temps et une autre une autre probabilité. On ne peut pas expliquer, tellement il y a de variables qui jouent des rôles infinitésimaux, mais la somme, on peut vérifier d'une certaine façon la robustesse du résultat sur le grand nombre, mais on ne peut pas l'expliquer. Ce qui est un peu un enjeu. Est-ce qu'on est sûr de ne pas avoir eu un critère discriminant qui a fait qu'on a détecté cette fraude, etc. Et donc on a un enjeu important. Et l'autre enjeu, c'est celui dont on a parlé un tout petit peu, c'est celui des hallucinations. C'est-à-dire de temps en temps, l'outil, on peut le voir sur ChatGPT, il peut de temps en temps déraper, mais même déraper alors sur le fond, mais aussi sur la forme, parfois faire des fautes de grammaire un peu incongrues. Dans les IA génératives d'images, il va, on le sait, c'est un peu le grand classique, dessiner des mains avec 6 doigts ou des choses comme ça, alors qu'il ne se repose que sur un stock de données où il y a grosso modo il y a 99,9% d'images qui sont correctes, quoi. Et donc ces données, il y a des erreurs qui sont nichées là-dedans et qu'en plus on ne sait pas très bien expliquer jusqu'ici, donc ce qui pose vraiment la question pour la confiance. Mais c'est vrai, si je peux me permettre de réagir, tu as raison, on peut pas en tout cas ça va être compliqué de l'auditer, de l'expliquer, et donc d'avoir une piste d'audit
pour employer des terminologies qui me sont familières de toute la réflexion qu'il y a eu derrière. En revanche, ce qu'on peut tout à fait imaginer, et ce qui fait partie des techniques d'audit qu'on peut avoir aussi, c'est de dire, bah voilà, pour faire confiance finalement à une IA générative qui me sort un résultat, je peux aussi utiliser une autre IA générative et voir si le résultat est le même ou convergent. Ça peut permettre de fiabiliser les choses. Donc voilà, il y a des manières convergentes aussi de répondre à ça et d'avoir ce niveau d'assurance qui permet de dire, bah oui, en fait, le résultat, je peux le prendre tel qu'il est parce que j'ai des éléments convergents qui me permettent de le valider, quoi. Merci. Roxane, tout à l'heure, vous parliez d'Orange qui avait mis en place une charte. Je trouve que c'est intéressant d'en entendre peut-être un tout petit peu plus. Et je crois que la Caisse des dépôts est un peu dans une démarche analogue. Alors, le sujet d'une IA responsable et éthique, ce n'est pas un sujet nouveau chez Orange. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on a engagé des recherches propres sur le sujet de l'IA et en même temps, effectivement, les enjeux éthiques ont été en même temps pris en compte en disant comment on peut faire pour que ça corresponde aux valeurs d'Orange. Avec beaucoup d'interventions internes et externes, recherche et par recherche, notamment Marie-Noëlle Jégo-Lavessière faisait partie du High Level Expert Group qui a produit une IA les principes d'une IA de confiance pour l'Europe. Donc on a toujours été engagé dessus et puis depuis 2018 ça s'est un peu accéléré avec justement l'arrivée de l'IA dans nos quotidiens. Et on a décidé de créer non seulement un programme de recherche autour de l'IA responsable et de confiance, mais aussi en parallèle un conseil éthique de la data et de l'IA. Parce que malgré tout, la notion d'éthique et les principes éthiques que nous, Européens, on met en place, ou en tout cas pour nous ça paraît éthique, eh bien nous on est dans 27 pays et chaque pays, enfin plus de 27 pays, mais on est présent surtout dans 27 pays, et chaque pays a sa conception de ce que c'est l'éthique culturellement. Je vous donne deux exemples. La première, c'est qu'on est très présent en Afrique. En Afrique, la plupart des Africains, quand ils vont payer, ils donnent leur carte bleue et leur code de carte bleue aux commerçants. Donc la notion de privacy, je vois mon collègue Adam Ourou qui à chaque fois me rappelle privacy et confiance. Pour deux raisons différentes. Il y a 37% qui sont analphabètes, donc ils ne savent pas, non seulement ils ne savent pas lire et écrire, mais en plus ils ne savent pas utiliser les outils numériques, donc ils sont obligés pour payer de donner le code et de laisser le commerçant utiliser la machine. Et la deuxième raison, c'est tout simplement qu'ils ont confiance en leurs commerçants. Un truc qui est improbable en France. Enfin, d'ailleurs, moi je suis d'origine iranienne. En Iran, la première fois, il m'a dit « c'est quoi votre code ?» J'ai dit « comment ça, c'est pas votre code, c'est quoi votre code ?» Mais bon, là-bas, c'est pareil parce que les gens, ils ont confiance, parce que c'est comme ça, etc. Le deuxième exemple, je parlais avec un éthicien et justement, on est présent aussi, on a un centre de recherche en Inde et Orange Business en Inde. En Inde, dans nos 7 principes, il y a le principe d'équité, non-discrimination. C'est impossible à mettre en place là-bas parce que vous mettez en l'air leur système d'organisation sociale basé sur les castes. Donc, comment on fait quand on a une charte où dedans on a la non-discrimination? Comment on fait pour décliner malgré que? Donc, les choses ne sont pas si simples. Vous avez parlé de ce qu'on appelle des ouvriers. Enfin, nous, on appelle les ouvriers du clic. Les personnes où ils annotent les images en Turquie, en Madagascar, etc., et qui ne sont pas payées cher. Eh bien, ce n'est pas si simple de dire on ne va pas les utiliser. Parce qu'au Madagascar, alors je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est une grande partie de leur métier est basée là-dessus. C'est-à-dire, si on dit que nous, on ne va pas les prendre, eh bien, il y aura autant de chômeurs. En Afrique, ce qu'on appelle le secteur informel, c'est-à-dire les personnes, les vendeurs de rue, etc., c'est une grande partie de leur métier. Sinon, ils vont avoir faim. Donc,
c'est aussi beaucoup une question de choix. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller plus vers la sécurité ou vers la liberté? On va mettre des vidéosurveillance partout ou pas? Justement, quel est l'enjeu entre le travail et l'automatisation avec l'IA? Donc, bon, on s'est accompagné, pour revenir au conseil éthique, on s'est accompagné doté d'un conseil éthique avec des experts externes, et chacun avec des profils très différents, pour nous accompagner dans ces choix et recommandations. Alors, c'est sûr que si on dit demain on va développer des robots tueurs, je ne suis pas sûre qu'ils nous disent bon, bah, faites-le de cette manière ou de cette manière. Ils vont nous dire non. Mais en général, c'est plutôt des recommandations de qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. Pour vous dire une anecdote, on a commencé à réfléchir sur la charte et la première question a été mais il faut définir ce que c'est l'éthique. La petite éthique ou la grande éthique? J'ai dit oula, on en a pour 10 ans là, philosophiquement et tout. On a mis quand même 1 an et demi pour une charte d'1 page et demie. Parce que c'était important de prendre en compte tous nos écosystèmes, nos cultures, bien sûr nos valeurs, et comment cette charte va vivre dans le temps. Parce qu'à un instant donné, on peut dire on met ça dedans, et puis 3 ans après le changer. Donc ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais on est quand même assez fiers. Et puis notre conseil, 2 fois par an, il se réunit officiellement 2 fois par an avec des réunions de travail intermédiaires. Et puis les cas d'usage, on leur présente typiquement, on a présenté l'utilisation de l'IA dans la relation client. Et après, donc avec un livrable, et après l'IA générative dans la relation client, nos conseillers clients qui répondent à nos clients tous les jours, comment l'utiliser, justement, le fait d'utiliser de l'IA. Ça leur facilite la vie, justement, le fait de dire qu'ils ont besoin aussi de se reposer et pas avoir tout le temps des cas compliqués. Et comment ils vont l'utiliser, dans quelle mesure. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, je n'ai plus en tête combien de minutes ils ont pour répondre à chacun des clients. C'est des normes, enfin des standards qui existent. Mais est-ce que demain, on va diviser par 2 ? Parce qu'ils vont augmenter les objectifs pour être plus vite, etc. Ou bien ils vont leur laisser, par exemple, essayer de vendre un produit ou mieux comprendre le client ou ses problèmes. Donc tout ça, c'est une question de choix. Il y a du noir et blanc quand c'est vraiment des choses extrêmes, mais entre les deux, il y a beaucoup d'entre les deux et de gris entre les deux. Donc on travaille régulièrement avec nos conseillers là-dessus. Et puis la charte est publique, donc vous pouvez aller le lire. Je ne vais pas le citer entièrement. Alors, à la Caisse, comme l'a indiqué Roxane, il y a eu des travaux très riches de la Commission européenne qui a développé un framework autour de l'IA de confiance. Donc, on a repris ces travaux-là avec le GPFP, donc le Grand Pôle Financier Public, qui inclut donc, la Caisse des dépôts, la Poste, la Banque Postale et CNP Assurance. Donc, c'est quelque chose sur lesquels, c'est des choses sur lesquelles on travaille de concert avec le GPFP. Donc, on a aujourd'hui une grille qui permet d'évaluer chacun de nos algos et de dire voilà, si on est dans une logique d'IA de confiance ou non, d'IA responsable. Dans les, les grandes dimensions de cette grille qui sont peut-être plus prégnantes sur l'IA générative, il y a déjà la question du risque. Voilà, aujourd'hui, nous, à la Caisse, on ne prend que des cas d'usage qu'on estime pour l'instant pas critiques, parce qu'on souhaite appréhender, encore une fois, apprivoiser la technologie. Donc on est dans cette logique-là. On fait très attention aussi, ça c'est vraiment très important, on a de cesse de le répéter dans les différents ateliers qu'on mène. Il faut toujours qu'il y ait un humain dans la boucle. J'ai déjà raconté cette anecdote, mais on est venu nous voir en nous disant on va mettre une IA générative en fin de process et c'est elle qui va valider si c'est bon ou pas. On a dit non, ça va être l'inverse, c'est l'IA qui va faire une partie du travail et l'humain qui va valider. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est très ferme là-dessus et il n'y a pas de concession là-dessus. C'est vraiment l'humain qui valide. Et puis, ça a été dit par Gilles, il y a autour des enjeux environnementaux, je pense qu'on doit avoir un usage responsable aussi d'un point de vue environnemental. C'est dans le mandat de notre directeur général la transition écologique. Donc là-dessus,
on est aussi très ferme là-dessus. On ne prend pas de cas d'usage où voilà, il y aurait une consommation énergétique qui serait délirante étant donné le gain que peut apporter le cas d'usage. Oui, je voulais revenir. Alors, du coup, j'ai une question. Je me permets, pardon Pierre. Mais c'était par rapport justement à cette charte, si on pouvait parler un petit peu du fait de se prémunir des biais qu'il peut y avoir dans l'IA qu'on génère. Parce que évidemment, il y a ce gros cliché des développeurs à San Francisco qui sont tous des jeunes hommes blancs issus de grandes écoles d'ingénieurs, etc. Enfin, je ne sais pas trop quelles ont été vos approches là-dessus et qu'est-ce que vous avez mis en place. Voilà. Alors, je vais donner l'exemple de tri de CV, typiquement. Le tri de CV, déjà, humainement, on a tous des biais. Personne n'est exempt de biais. Donc, c'est rassurant de se dire que déjà, nous, on a des biais. Mais typiquement, le tri des CV pourrait se faire bien, ou dans un monde idéal, en général, il pourrait ne pas y avoir de biais si le jeu de données était complètement équilibré, ce qui est impossible. Donc, après, comment on fait ? Sur les tris des CV, par exemple, on sait que statistiquement, les femmes se mettent beaucoup moins en valeur. Donc, si on s'appuie uniquement sur l'IA pour trier les CV, on aura toujours, pour les postes de cadre, encore aujourd'hui, des hommes col blanc, diplômés de grandes écoles, et puis pour les travaux, un peu pour d'autres travaux, des femmes. Pour les métiers de soins, par exemple, les femmes. Donc, ce qu'on fait, d'ailleurs, Cédric l'a dit, ce qu'il faut faire, c'est aujourd'hui, il existe plein d'outils qui corrigent déjà les biais, outils automatiques, les biais. Néanmoins, derrière, il faut vraiment contrôler les résultats à chaque étape. Si, par exemple, l'algorithme est auto-apprenant, c'est tout le temps, parce que c'est pas... Voilà, c'est assez, je dirais, basique, c'est-à-dire il faut vraiment vérifier que tout ce que vous faites n'a pas de biais et c'est non discriminant et en accord avec vos valeurs. Donc, il n'y a pas de miracle, il y a des outils qui existent, mais derrière, c'est quand même le bon sens et l'humain derrière qui va les gérer. Et puis, en entrée, les injonctions qu'on leur donne, c'est-à-dire les variables d'entrée fait que aussi, ça enlève un certain nombre de biais. Et puis, diversifier, vous avez dit à San Francisco, diversifier les équipes qui développent, qui contrôlent derrière la diversité fait que finalement, on arrive à avoir, disons, des résultats un peu plus équilibrés en général, à l'entrée et à la sortie. Donc on a parlé d'IA responsable, d'IA éthique. Il y a aussi un sujet de souveraineté. Il ne faut pas oublier que dans le mot IA, il y a intelligence artificielle. Alors c'est très peu intelligent et c'est très artificiel. Il faut le garder à l'esprit. Ces outils voient le monde sous forme de représentation mathématique, donc elles ne voient que des chiffres. Elles n'ont qu'une perception très limitée des liens symboliques qu'il y a entre les données. Et donc, il y a énormément de biais qui peuvent s'introduire dans les phases d'entraînement, puisque on leur donne des jeux de données à partir desquels elles doivent apprendre. Ces jeux de données portent généralement des labels, qui sont des petites étiquettes qui permettent de caractériser les données. Et donc, il peut y avoir des biais sur ces étiquettes. Et dans la partie inférence, c'est-à-dire celle qu'on utilise, le résultat obtenu, on a des problèmes d'interprétabilité. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat? Et parfois d'hallucination, typiquement sur des modems de type LLM. Alors, un peu moins sur les modèles de diffusion qu'on utilise pour générer des images. Deux exemples très concrets dans le groupe DIA. Donc chez Via Dialogue, on fait des bots. Alors on est au cœur de la relation client. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a démarré par acheter une technologie qui avait été développée chez Orange, au CNET, en 2000. À l'époque, c'était des modèles à base de réseau HMM, donc c'est très ancien. Et donc quand on fait des bots et qu'on répond à des clients, on veut éviter de donner une réponse inepte. On ne veut pas se permettre de ne pas satisfaire un client. Donc, nous, on passe beaucoup de temps à essayer de mesurer la pertinence et donc à avoir des IA qui contrôlent des IA. Alors, c'est pas encore complètement optimal. Disons que dans 9 cas sur 10, on a des réponses qui sont satisfaisantes, mais il y a encore 10% sur lesquelles il y a des problèmes.
Et chez Artinity, donc chez Artinity, on fait des IA posthumes. Et là, sur la partie des droits, on a pris le parti d'acheter des droits auprès des ayants droit, donc les héritiers, au travers de l'ADAGP. Et c'est un enjeu qui est majeur parce que est-ce qu'il s'agit d'un pillage ? Est-ce qu'il s'agit de données qui sont en accès libre ? La loi est en train de statuer sur ces sujets, mais ces IA sont consommatrices à outrance de données qui sont le produit de l'esprit humain, auxquels la plupart du temps sont attachés des droits et qui convient de les protéger. Et donc l'Europe est très en pointe sur ces questions et peut-être qu'on va même donner le là dans toute l'industrie. Oui, je voulais juste dire 2 mots sur la notion de responsabilité sociale, ou en tout cas vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis du monde du travail. Je suis assez sensible à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Roxane, c'est que de façon théorique, c'est vrai qu'on peut gloser en disant voilà, l'intelligence artificielle, ça va nous permettre d'automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée, on ne gardera que la forte valeur ajoutée et tout le monde sera content, etc. Dans les faits, dans le concret de nos organisations d'entreprise, moi, si je devais, dans une journée, ne garder que des tâches à valeur ajoutée, je ne tiendrais pas la journée. Donc il y a un principe de réalité derrière qui est aussi, voilà, le modèle théorique, il est très satisfaisant, mais appliqué à notre quotidien et au travail au quotidien, il ne tient pas la route non plus. Donc il faut qu'on réfléchisse aussi à cette dimension-là, de dire, oui, ok, on pourra améliorer des choses, mais ce n'est pas vrai qu'il faudra remplacer tout ce qui est entre guillemets à faible valeur ajoutée, parce que c'est un peu un jugement de valeur aussi, et qu'on devra garder tout cet équilibre, ne serait-ce que parce que nous aussi, si on est aujourd'hui à ces postes de responsabilité, on a appris, et on a appris aussi en faisant des choses à faible valeur ajoutée, et ça fait partie de l'apprentissage. Donc il faut qu'on garde ça en tête aussi, que voilà, c'est pas, on remplacera pas toute cette couche-là par l'intelligence artificielle. C'est une très jolie transition que tu m'offres là, Nicolas, puisque la dernière question, la dernière partie est consacrée un petit peu à notre thème de départ. Quel est l'impact des IA génératives sur le futur du travail ? Et voilà, j'étais curieux de vous entendre là-dessus. On fait un petit peu de prospective pour essayer de comprendre. Et puis ensuite, on passera à un temps de questions-réponses. Je vais rebondir sur cette idée de l'ère de la connaissance. En fait, ce qui semble se pointer, c'est qu'on va devoir construire des IA responsables, on en a parlé, et je vais prendre cette image, c'est peut-être pas la peine d'utiliser toute la connaissance de la Terre pour résoudre un problème de tickets, en fait. Et c'est ça la souveraineté en réalité. C'est qu'il y a un moyen peut-être intéressant de travailler en travaillant sur des modèles qui sont construits à l'intérieur des entreprises, sans dépendance avec l'extérieur. Sans dévoiler le nom, c'est ce qu'on nous demande en réalité, puisque justement, comme on a une problématique de peur et un petit peu de mettre le doigt dans un sujet un peu compliqué, on préfère être sûr qu'on travaille sur notre propre territoire, et à la limite, c'est nos propres conneries à l'intérieur de nos données, mais c'est plus sous contrôle que 4 sources qui sont un petit peu obscures chez OpenAI, puisque en vrai, ils les ont pillées, soyons très clairs, et utiliser, regardez encore une fois la consommation pour pouvoir résoudre nos petits essais tous les jours, ça frôle le ridicule quand même. Donc ce qu'on travaille, c'est finalement un équilibre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, entre la performance raisonnable à atteindre, qui est complètement opposée à la puissance énergétique dont j'ai besoin. Et donc on est en train de travailler aussi sur cet équilibre entre les deux. Donc un des enjeux, c'est cela. Derrière, il y a un problème d'écologie quand même qui est très prenant. Mais ce n'est pas le seul. Les premières expériences nous montrent aussi que l'IA générative a un effet de levier sur le temps, c'est-à-dire la réduction du temps de certaines tâches, qui est un effet de levier bien supérieur au RPA, par exemple, ou au robot, bien supérieur. On est à un facteur 10. Donc, forcément, ça va avoir un impact sur les hommes, les organisations et les process. Donc, il est nécessaire, en réalité, quand on met ce type de technologie, quand on l'envisage, de mesurer ou d'anticiper tout de suite l'impact sur l'organisation et les nouvelles peut-être missions ou fonctions. Et à ce titre, je pense qu'il va falloir avoir des garants du temple, c'est-à-dire des garants de la connaissance. Au même titre qu'on avait des chefs data officers, on va peut-être avoir des chefs knowledge officers, en fait. Qui est-ce qui va mettre le tampon? Aujourd'hui, vous l'avez tous dit, c'est de la doxa, en fait, c'est de la vraisemblance. Il n'y a aucune notion de vérité dans l'IA générative. Non, il ne fait pas la distinction entre la fiction et la réalité. D'ailleurs, c'est pour ça que si on s'amuse un peu avec Bing, et je ne sais pas si vous avez testé, au bout d'un moment, il devient agressif. Mais forcément, puisque dans toutes les fictions où on parle d'IA, qu'est-ce qui se passe à la fin pour l'homme? Voilà.
Donc, c'est pas une hallucination, hein, en réalité. Hein. Je n'aime pas beaucoup ce terme-là, en réalité. C'est juste une faible probabilité que ça arrive. Donc, s'il y a une personne qui dit que les vaches volent, elles vont voler, oui, c'est sûr. Et s'il y a une armée de Mexicains qui va rentrer, les vaches volent, bah oui, ça va finir par apparaître dans ChatGPT. Donc, il n'y a pas de contrôle de la vérité. Il n'y a pas de notion de vérité. Donc, soit on contrôle les sources de données, soit on essaye désespérément de filtrer en aval, ce qui me paraît improbable, hein, de filtrer vu la combinatoire. Voilà. Donc, plutôt travailler sur des plus petits périmètres maîtrisés, de mon point de vue, et y aller de manière comme un millefeuille, en fait, en réalité, et assainir la connaissance progressive des entreprises. Alors, puisqu'on fait un peu de prospective, donner un petit peu de vision en termes de technologie, donc les GPU, ça a vachement accéléré tous ces réseaux. Les stocks de données, les photos et les banques de données sonores, ça a vachement amélioré ça, mais ça va avoir des impacts très concrets. Finalement, peut-être que ça va régler le problème des 35 heures, parce qu'on va peut-être avoir en 35 heures une productivité qui est nettement supérieure, et donc il y a un véritable enjeu de compétitivité entre les pays. Et si on parle un tout petit peu de prospective, alors c'est un petit peu loin, mais si on se pose la question de l'intersection entre l'informatique quantique et l'IA, donc là, on est sur des potentiels qui sont exponentiels. Il commence à y avoir quelques algos qui tournent, qui sont des protos. Et c'est assez sidérant. Il ne faut pas oublier ce que nous disent les médecins, en particulier les neurologues, que la conscience est un état quantique de l'information. Donc finalement, on va peut-être arriver à quelque chose qui est une forme d'intelligence, pour le coup, qui sera plus artificielle, hein, qui sera plutôt synthétique. Voilà. Les impacts sur le travail sont énormes. Nous, on a déployé des IA à tous nos collaborateurs. Leur productivité a augmenté de 30% en l'espace de 2 mois. Donc c'est tout à fait considérable. Et chez nos clients, on mesure ça de manière très proche, hein, puisqu'on a des indicateurs de ROI, que ce soit sur des chatbots, que ce soit sur des assistants. Alors, on parle de chatbots pour assister les clients, mais nous, on a aussi des chatbots pour assister les conseillers. Hein, parce que ça va dans les deux sens. Et donc, il y a des gains de productivité qui sont absolument énormes. Alors, c'est sûr que la question de savoir si un être humain ne peut faire que des tâches complexes, parce que son cerveau a besoin de se reposer, de respirer, est-ce que c'est une dystopie, est-ce que c'est une utopie? En tout état de cause, on va cohabiter et le travail va s'hybrider et ça va devenir nos camarades de jeu de manière permanente. Moi, je voulais revenir un petit peu sur la question de la créativité, parce qu'on l'a balayé au passage au tout début de cette table ronde, en disant que en fait, ça allait permettre plus de créativité. Et je pense que en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Moi, j'aime bien cet exemple de ce monsieur, alors j'ai oublié son nom, mais qui a été le premier à faire écrire une histoire pour enfants par ChatGPT, qui a fait générer une couverture pour cette histoire par Midjourney, et qui ensuite a automatisé la publication de ce livre par Amazon. Et en fait, s'est posé la question de la propriété intellectuelle de cette histoire. Cet homme-là a été très intelligent, effectivement, parce qu'il a mis à profit tous les outils. Mais dans les faits, lui, il a rien produit. Et en fait, par rapport à la créativité, je discutais justement avec un illustrateur d'histoire pour enfants qui me disait, en fait, avec ces IA génératives, on va être capable d'optimiser, parce qu'on n'a pas non plus parlé d'optimisation, d'optimiser ce qui est la plus belle histoire, le buzz, ce qui est la meilleure musique, en fait, d'optimiser ce qui marche bien au niveau de la créativité. Et en fait, là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, Gilles, sur le fait que, en fait, on ne se distinguera que par notre créativité. Donc, paradoxalement, en fait, l'IA nous amènera vers moins de créativité en optimisant ce qui marche bien. Et finalement, on va se heurter à un plafond de verre parce qu'à force de faire des trucs qui marchent bien, ça ne marchera plus. Et donc, là, on va avoir de grands innovateurs, de grands créatifs qui vont nous amener dans d'autres directions. C'est ma philosophie un petit peu d'optimiste, de me dire qu'en fait, on aura toujours besoin de l'humain, il y a toujours des choses qu'on n'arrivera pas à faire par les machines. Merci, je trouve que c'est un joli mot de conclusion. Peut-être qu'on peut laisser la parole circuler, au moins qu'il y ait d'autres interventions. Et voilà, s'il y a des questions de la salle, je vous invite, quand j'aurai éteint le mien, à allumer votre micro et comme ça tout le monde vous entendra. Bonjour. Dominique Chauvin, prospectiviste. Vous avez employé le mot prompt au début de votre intervention. Alors du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a un nouveau métier qui émerge, qui est promptiste?
c'est-à-dire la qualité, la capacité à poser la bonne question, qu'elle soit positive, négative, tordue ou je ne sais pas, de façon à obtenir de l'IA le meilleur résultat. Et dans cette interaction homme-machine, je suppose qu'il y aura un apprentissage de l'homme avec l'usage de la machine pour devenir de plus en plus fluente, comme on dirait. Et ma question, c'est est-ce que la créativité ne va pas devenir, va pas créer des virtuoses de l'IA, comme il y a des virtuoses du piano dans son utilisation? Et est-ce que il n'y aura pas un jour des notations pour déterminer celui qui utilise le mieux l'IA, non seulement pour l'obtention du résultat, c'est-à-dire la rentabilité, la compétitivité que vous avez évoquée, mais aussi dans l'économie d'énergie pour un même résultat. Merci. Je vais juste faire un petit retour d'expérience en tant qu'enseignant. On voit déjà aujourd'hui des différences dans la façon dont les étudiants, quand on leur demande de répondre à des questions avec ChatGPT, ça crée des écarts en fait, entre ceux qui peut-être ont un peu plus d'habitude. Mais il y a une manière de poser la question qui montre qu'on est déjà un petit peu plus sur le chemin de la réponse que celui qui pose la question un petit peu basiquement comme il l'aurait fait dans Google. Donc il y a déjà des choses intéressantes, je trouve, dans l'ingénierie du prompt, même au niveau de nos étudiants. Et on pourrait les évaluer de cette façon-là, même si ce n'est pas le cas. Cédric, tu voulais peut-être réagir sur ça? Oui, il y avait un article, je crois, du Washington Post qui parlait de ces nouveaux postes de prompt engineer, comme on dit, outre-Atlantique, avec des salaires du style 300K dollars par an, donc des salaires mirobolants. Effectivement, moi, j'en fais l'expérience avec mes équipes. Effectivement, la manière dont on pose la question à la machine conditionne très fortement les résultats, et c'est assez mystérieux d'interagir avec la machine en fonction des mots qu'on choisit. Il y a vraiment des résultats qui sont soit très mauvais, soit très bons. Et effectivement, il y a une expertise, on va dire, à développer. Alors, on voit pas mal de contenus sur LinkedIn, par exemple, qui fleurissent et qui montrent comment rédiger un bon prompt. Et effectivement, on va vers ça, oui, sans doute. Alors, promptiste, c'est un chouette mot. Donc, il y en a déjà plein. Il y a même des gens qui gagnent de l'argent sur LinkedIn en vendant des bibliothèques de prompts qui sont plus efficaces. Donc, il y a déjà une économie des créateurs de prompts. Aujourd'hui, le prompt, c'est l'interface de dialogue avec l'IA. En fait, c'est ce qu'on appelle dans un jargon technique son API. Ça va évoluer parce qu'il y a plein de subtilités. Et puis, les IA elles-mêmes évoluent. Aujourd'hui, la nouvelle tendance, c'est plus de faire des super modèles généralistes, c'est de faire plein de petits modèles très verticaux. Et donc, non seulement on va avoir des promptistes, mais on va avoir des promptistes qui sont dans un domaine très spécifique. Voilà. Vu les gains de temps et de performance qu'amènent ces outils, c'est évident qu'il va y avoir... on n'avait pas d'influenceurs, on n'avait pas de créateurs de contenu, on n'avait pas de youtubeurs. Donc, ça fait partie de ces nouveaux métiers que la technologie fait naître. Oui, bonjour. J'ai une question par rapport à effectivement cette notion de créativité. Mais pour être créatif, il faut avoir appris. Et tout ce que vous nous avez dit au début, c'était que les IA génératives, elles avaient beaucoup appris. Donc moi, ce que je vous demande, c'est comment est-ce que l'humain va-t-il apprendre demain? Est-ce qu'il va passer 20 ans à la faculté, et ça serait très bien pour Dauphine sans doute, parce que les entreprises préféreront faire travailler des IA génératives que des personnes qui n'auront pas assez appris. Donc en fait, comment l'humain va apprendre? On sait par exemple que les grands artistes, ils ont passé des heures et des heures à copier avant d'être créatifs. Donc comment est-ce qu'on peut être créatif si on n'a pas appris? Et comment est-ce qu'on peut apprendre si finalement le monde du travail trouve ça plus profitable de faire travailler une application? Voilà, moi c'est très clairement la question que je vous pose. Comment est-ce que l'homme va apprendre demain? Et je vous rappelle aussi que l'apprentissage, toutes les nouvelles techniques, c'est beaucoup mieux d'aller apprendre en entreprise. On apprend beaucoup mieux en entreprise qu'on apprend à la faculté.
Très bien, mais comment est-ce qu'on va apprendre en entreprise si on a des IA beaucoup plus performantes? Et ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. En fait, c'est pas une accusation que je vous fais, hein, c'est une question. Excusez-moi, je suis... Non, mais en tous les cas, pas vous directement, et je m'excuse du ton avec lequel j'ai posé la question, parce qu'en fait, je me suis emballée, quoi. Voilà. Le symétrique de la question, c'est apprendre quoi? Alors, moi, je pense que... Alors, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'avec l'intelligence artificielle ou même le numérique, la créativité va mourir, parce que je ne pense pas que l'IA va créer des Chopin ou des Van Gogh. Je veux dire, c'est une créativité... Enfin, c'est une virtuosité humaine. Ah non, je ne suis pas d'accord. Là-dessus, je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que ce qui fait la beauté de l'humain, c'est aussi les émotions, le sentiment, le bon sens. Parce qu'une IA n'a pas de bon sens. Je suis désolée, on peut faire ce qu'on veut, il n'a pas de bon sens. Et le bon sens, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc je pense que il faut apprendre à travailler avec. C'est ça qui est important. Ce n'est pas forcément apprendre à devenir... Moi, je n'ai jamais été artiste et je ne pense pas qu'avec une IA, je deviendrai Van Gogh demain. Enfin, je n'ai pas cet espoir-là. Donc, je pense que si on a justement cette notion de créativité, on peut bien travailler avec l'IA, peut-être pour l'augmenter, mais je ne pense pas que l'IA... Enfin, tout seul, non, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Il peut accompagner, augmenter. Si on, comme on dit, hein, si on prompte bien, bah, le résultat sera meilleur que si on ne prompte pas bien. Mais je ne pense pas que, même si aujourd'hui il y a des opéras qui sont créés par de l'IA, ouais, non, moi, enfin, je ne crois pas que ça remplacera l'émotion humaine. Ça, c'est pas des choses... La science cognitive humaine ne sera pas remplacée par l'IA, pas encore en tout cas, et j'espère que je ne le verrai pas. Est-ce que je peux me permettre de... D'abord, vous avez posé plusieurs questions. Vous avez parlé d'université, vous avez parlé d'acquisition de connaissances, et vous avez parlé d'acquisition de savoir-faire. Et de la notion de créativité. Alors, donc, j'ai une entreprise dans le groupe qui s'appelle Artinity, où on fait des IA posthumes qui essayent de capturer le génie créatif de grands maîtres. On fait ça avec leurs héritiers, on fait ça avec la DAGP. Et donc, par exemple, nous avons fait Magritte.ai, nous avons fait FernandLéger.ai, et nous travaillons avec beaucoup d'experts dans ce domaine sur l'utilisation d'IA générative pour faire des œuvres. Alors, on ne peut pas employer le mot d'œuvre quand il s'agit de la production d'IA, mais des créations artistiques. Il y a quelque chose de tout à fait humain qui est presque impossible de capter par une IA, qui est dans le domaine de la science, la postulation, hein, émettre une idée à partir de rien, et dans le domaine de l'art, d'avoir une fulgurance créative. Ça, l'IA peut limiter. Elle peut limiter si on lui donne un grand nombre d'exemples. Mais elle n'est pas capable, par exemple, d'inventer un nouveau courant artistique. Par contre, elle a été capable d'inventer une nouvelle langue, parce qu'elle a su dériver de la grammaire, du vocabulaire, de la syntaxe, une nouvelle langue. Donc, on est quand même dans des domaines où ces outils qui sont, encore une fois, purement mathématiques, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, ce sont de très très grandes feuilles Excel. Hein. Donc, c'est vraiment d'un niveau d'intelligence très bas, mais d'un niveau d'efficacité assez élevé, parce que ça fait d'énormes calculs sans se fatiguer, en se trompant peu. Donc il y a un mot dans la langue française qui s'appelle le psittacisme, hein, c'est ce que fait un perroquet. On pense qu'il a pensé parce qu'il a parlé, voilà, c'est un peu ça. C'est des perroquets très savants. Mais avec des évolutions techniques, on va arriver à des choses qui sont de plus en plus proches de ce que fait l'être humain. Probablement que le domaine de la création artistique restera l'apanage de l'esprit, de la vénérable intelligence biologique pendant longtemps. Mais c'est une question qui se pose. Ça reste quand même qu'une imitation de l'humain. Après, pour finir aussi de réagir à la question... Pardon, je ne vous voyais plus. En fait, je pense que la question, ce n'est pas comment est-ce qu'on va apprendre, mais
qu'est-ce qu'on va apprendre finalement. Parce que forcément, ça va amener du changement et donc on va devoir s'adapter. Donc il y aura d'autres disciplines à l'école, il y aura d'autres choses qu'on va apprendre à l'université ou avant et tout ça. Et ensuite, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, en fait, on parlait justement des emplois qui sont menacés. Je vais prendre l'exemple d'un avocat, par exemple. Alors c'est purement spéculatif ce que je suis en train de faire maintenant et c'est un peu provocateur, c'est fait exprès. Évidemment, un avocat, c'est quelqu'un de très intelligent, qui a fait de très longues études. Si on parle de l'IA, et que demain, en fait, l'IA, elle est capable de connaître par cœur le code civil, le code pénal, enfin voilà, évidemment, c'est pas mon domaine, et ben, en fait, oui, on pourrait dire l'IA serait capable de remplacer un avocat, et c'est terrifiant de se dire ça, mais le nouvel avocat sera la personne qui sera capable d'être promptiste, d'être bon promptiste, en fait, vis-à-vis de cette IA qui sera capable de maîtriser la loi, entre guillemets. Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est que là où il va y avoir une couche d'IA, ça va être ni les plus hautes fonctions, ni les plus basses, ça va être juste entre les deux. C'est-à-dire que, peut-être pour vous donner un exemple, aujourd'hui, l'IA, elle est imbattable pour jouer à une partie d'échecs. C'est juste pas la peine, en fait, de jouer contre une IA parce qu'elle est capable de tout prédire. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas le coup de faire des parties entre nous. Donc, voilà, je pense qu'il y a un au-dessus, il y a un en dessous, et dans tous les cas, il y aura une place, et il va falloir qu'on apprenne à travailler avec. Voilà. C'est vrai que je pense qu'il ne faut pas qu'on voit l'IA comme un compétiteur de l'humain, rentrer en compétition forcément avec l'humain, mais plutôt comme et c'est tous les exemples qu'on a évoqués autour de la table, mais ça va nous apporter des nouveaux outils pour nous permettre de travailler différemment, et dans tous les domaines. Mais ça reste, en tout cas aujourd'hui, tel qu'on peut l'imaginer dans nos entreprises, ça reste un outil qui nous permet de mieux décider, d'aller plus vite, voilà, mais c'est un outil. Et je pense aussi qu'il ne faut pas faire la confusion entre une intelligence artificielle et, comme vous disiez tout à l'heure, une intelligence de synthèse. Aujourd'hui, ce qui est rassurant par rapport aux IA, c'est qu'elles ne sont pas... Alors, je ne sais plus c'est quoi le terme en français, mais conscientes. C'est-à-dire qu'une IA n'est pas consciente d'être une IA. Elle est consciente... Enfin, on peut lui apprendre des choses, mais elle peut pas elle-même se dire ah bah tiens, si j'allais apprendre ceci, si j'allais faire ça. Enfin, on n'en est pas encore là. On a encore une question, je crois. Alors justement, c'est sur le « on n'en est pas encore là » que je voulais intervenir. Il y a un mot que je n'entends pas dans les débats depuis le début, c'est la singularité. La singularité de l'IA, dont on nous prédit l'arrivée 2029, 2035, ce qui reste très court quand même. La singularité de l'IA, c'est le moment où l'IA va être autonome par elle-même. Elle va apprendre par elle-même. On s'est beaucoup posé la question de comment la farcir aujourd'hui d'éthique, de tout ce que l'on veut. Mais au bout d'un moment, elle va apprendre par elle-même. Et donc, elle va appréhender le monde différemment. Elle va explorer cette table toute seule. Elle va revisiter, elle va appréhender les lois de la physique par sa connaissance et non pas au travers du prisme de l'œil d'un homme. Et je voulais savoir si dans vos entreprises, vous réfléchissez effectivement à l'impact que va avoir la singularité de l'IA dans les années qui viennent, qui maintenant se rapprochent très fort. Et Madame dit, voilà, l'humain va rester l'humain. Madame ne croit pas devenir Van Gogh, mais je ne suis pas très sûr de ça. Donc je pense que Monsieur Bénichou a certainement une petite idée sur la question. Je peux. C'est un sujet fascinant. Et beaucoup de chercheurs se sont posé la question de d'abord comment est-ce qu'on définit et qu'on caractérise l'état de conscience, hein, donc il y a 7 critères pour y parvenir. Et à quel moment on considère qu'une IA est parvenue à cet état-là. Vous avez tous vu cette espèce d'histoire incroyable avec le départ de Sam Altman de OpenAI, et puis est-ce qu'il a été embauché par Microsoft et finalement est-ce qu'il va revenir. Donc c'est caractéristique de ce qui se passe chez OpenAI parce que c'est le sujet qui les divise. Ils sont clivés sur le fait de savoir si cette société doit avoir un développement technologique vertueux, donc responsable,
ou si finalement elle doit gagner la course au commerce et donc avoir le plus d'utilisateurs payants possible. Et il se dit que ChatGPT Turbo aurait des propriétés d'IA générale et donc qu'on serait à ce point de singularité. Alors, on est vraiment à l'intersection entre notre réalité et de la science-fiction. En fait, c'est en train de se mettre en place là. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement difficile parce que il ne faut pas oublier, et je le répète, ces systèmes sont bêtes. S'il y a une chose à retenir de ces systèmes, c'est qu'ils sont bêtes. Quand vous voyez comment ça marche d'un point de vue scientifique et d'un point de vue technologique, ce sont des systèmes extrêmement besogneux. La frontière qui n'a pas été passée, c'est la frontière qui passe du modèle probabiliste au modèle symbolique. Cette frontière est extrêmement compliquée. Elle requiert probablement un nouveau type d'outils en computer science, que ce soit un nouveau paradigme en matière de programmation ou de nouveaux paradigmes en termes de théorie de l'information. Donc ça, on n'y est pas. Est-ce qu'une IA est capable de postuler? Est-ce que c'est capable d'apprendre la physique par elle-même, c'est-à-dire de reparcourir tout ce qui a jalonné, je ne sais pas, de Newton à Stephen Hawking, en passant par Einstein et Bohr? Peut-être, mais probablement pas, parce que chacun a accompli des sauts de la pensée proprement fascinants qu'une IA n'est pas capable de faire aujourd'hui. Il y a trop de ruptures épistémologiques à chaque articulation. Une IA ne sait pas faire ça. Par contre, une IA sait faire des choses qui vont être profondément perturbantes, c'est-à-dire qu'elle sait détecter des corrélations ou des causations dans des jeux de données colossaux que l'être humain ne peut pas faire. Ça, on le voit par exemple sur la simulation de la manière dont une molécule va se plier. C'est ce qu'a fait AlphaGo. Et ça va avoir des implications très concrètes sur la manière dont on produit des médicaments, dont on les teste, ou dans la manière dont on réalise des nanomatériaux. Et donc ça, c'est contemporain. Donc je pense qu'on va vivre un moment un peu particulier où on va devoir cohabiter avec des systèmes qui sont beaucoup plus forts que nous, dans des domaines qui ont des impacts sur notre environnement, et en même temps qui sont très inférieurs à ce que la pensée humaine peut avoir de fulgurant. Et je pense que c'est ce qui est devant nous pour les 10 prochaines années. Merci, on a le temps pour une dernière question, s'il y en a une. Silence religieux. Je voudrais remercier tous les participants pour leur contribution. Merci beaucoup. Et vous remercie à tous pour votre écoute très attentive. Je vous rappelle juste que nous nous retrouvons demain pour toute une dernière journée consacrée le matin à la question de la santé et de l'IA. Et l'après-midi, je n'ai plus en tête tout à fait le programme, la finance. Et nous conclurons avec un keynote et un social event. Voilà, un événement social auquel nous vous invitons et nous vous espérons nombreux. Très bonne soirée à toutes et tous.